Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Togo et du Bénin. Des mandats d'arrêt émis contre 4 Béninois dans l'affaire frère Humvi. Alors, c'est une affaire qui a éclaté depuis le début de ce mois d'août, ou peut-être la mi-août, où cet activiste anti-système, si je puis me le permettre, qui se retrouve au Togo, présidence béninoise, si je puis être plus clair, a été porté disparu. Il avait disparu des circuits depuis un bon moment. Entre-temps, on a retrouvé ses traces au Bénin où il a été présenté au procureur. Il a été enlevé donc au Togo. Et le Togo, depuis là, n'avait pas eu de position officielle ou n'avait pas donné d'explication sur la situation. Mais ce week-end, la déclaration du procureur général revient situer l'opinion dans les faits de façon ramassée. Il s'agit donc d'un enlèvement des éléments venus du Bénin qui auraient planifié leur coup depuis un bon moment. Ils seraient en complicité avec 2 personnes sur le sol togolais, une coiffeuse et un étudiant qui se fait passer pour Zémidian, auprès duquel d'ailleurs on aurait retrouvé une menotte. Lui, il est de nationalité togolaise, la dame coiffeuse est de nationalité béninoise, et 4 autres personnes venues du Bénin, c'est eux qui ont mené en tout cas réellement l'opération pour enlever ce monsieur surnommé frère Humvi, et il aurait donc amené au-delà de la frontière togolaise pour qu'il se retrouve dans son pays d'origine, le Bénin. L'affaire a défrayé la chronique. Des organisations des droits de l'homme, des OSC ont également réagi de part et d'autre. L'on s'interroge sur les réelles circonstances de cette arrestation. Le Togo vient de donner sa version. Dans cette explication des faits, le procureur a annoncé l'émission de mandat d'arrêt contre les 4 Béninois. Je commence par vous, Adam Adjonou. C'est vrai que c'est un activiste assez redouté du pouvoir de Patrice Talon, compte tenu de ses positions assez étriquées contre ce pouvoir-là sur les réseaux sociaux fondamentalement. Et depuis lors, en tout cas depuis, il a disparu des radars du Bénin, et compte tenu des risques, en tout cas d'arrestation, qui étaient orientés contre lui. Mais bien évidemment, lorsque vous savez les relations séculaires entre le Togo et le Bénin font que les va-et-vient entre les populations sont assez fréquentes. Et surtout, en ce qui concerne un Béninois est considéré en terre togolaise comme un Togolais. Donc, c'est depuis lors de son arrestation, beaucoup de questions ont refait surface sur les circonstances, etc. Il y avait de l'opprobre, du discrédit qui était donc jeté par une partie de l'opinion sur les autorités togolaises qui étaient restées jusqu'alors miettes sur la question. Mais justement, comme vous le savez, dans la stratégie togolaise, il est très rare de les voir parler, en tout cas tout bout du champ, lorsqu'ils n'ont pas, en tout cas tous les contours. Donc c'est ce qui faisait dire à la population ou à l'opinion que voilà peut-être qu'ils n'étaient pas au courant de l'affaire. Mais justement, le procureur a rompu le silence hier et a donné la version des choses. Je pense que dans cette analyse-là, nous allons nous en tenir seulement à ces faits-là. Oui. Même si, véritablement, dans les analyses, les gens peuvent aller au-delà. Je pense que, en ce qui concerne donc les renseignements, il a dit, bien évidemment, lorsque ces 4 ou 6 personnes, d'ailleurs même, sont citées dans cette affaire-là, cela est évocateur d'une situation prise au sérieux par ces 2 pays, les 2 frontières les prennent au sérieux, parce que, quelque part, c'est la sécurité intérieure du Togo qui est mise à l'index. Parce que le Togo est considéré comme ce pays-là hospitalier. Vous verrez, la plupart des pays qui ont connu des situations non confortables, leurs populations sont réfugiées au Togo. On cite pour la plupart étant que ce soit le Burkina au nord du pays, la Côte d'Ivoire où on essaie d'organiser des départs volontaires, etc. Donc pas mal de populations qui ont trouvé refuge et qui sont entretenues, des fois même par des frères togolais pour les mettre dans des situations assez confortables. Donc, je pense que c'est ce qui oriente aujourd'hui, lorsque certains sont menacés dans leur pays, de faire le choix du Togo pour se réfugier.
Mais justement, je pense que, je le disais dans un article, que c'était un camouflet pour le Togo, compte tenu du fait que le Bénin, puisque des agents qui sont des agents, ou sinon un agent, identifié comme tel appartenant au service étatique du Bénin, a été cité dans l'affaire. Ça voudrait dire quelque part qu'il a traversé les frontières et venu opérer sur le territoire togolais, rentrer tranquillement. Ce qui est inadmissible. Et je pense que ça voudrait dire quelque part que partant de là, on peut convoquer l'État togolais et l'État béninois comme ayant de concert avec ses agents opérer au-dessus, au nez de l'État. Et ce qui n'est pas normal. Ça voudrait dire quelque part qu'on a fait en torte aux dispositions des traditions d'un citoyen étranger vivant dans un autre pays. Parce que dans les pays, ça se fait. On a vu un cas d'un militaire ivoirien entre-temps qui avait été lié donc à ces accords-là, extradit du Togo vers voilà, la Côte d'Ivoire. Et donc je pense que dans cette situation, il faudrait quand même qu'il y ait une respectabilité entre les États, ce qui n'a pas été donc le cas. Donc partant de là, je pense que c'est une situation de provocation qui a été donc fait et faisant en sorte qu'un agent d'État qui traverse un État venu au Togo opérer et rentrer tranquillement. Je parlais de cette libre circulation également que nous évoquons. Donc lorsqu'on évoque cette question où il y a ce protectionnisme, c'est lié également à ça. Lorsqu'on va mettre des dispositions, puisqu'on en parlait en faisant allusion à nous, en tout cas à nos forces de l'ordre de sécurité qui sont un peu bien lotis que les forces de l'ordre de sécurité béninois. Et cela dépend de ça également parce que nous sommes dans une situation sécuritaire assez inquiétante qu'on ne peut plus retrouver les mêmes attitudes d'antan que nous avons aujourd'hui. C'est lié donc à cette situation-là. Et donc cette flexibilité a fait que, quelque part, ces agences-là, même si on nous a dit dans le communiqué qu'ils ont été donc poursuivis et qu'ils n'ont pas été rattrapés, bon, en tout cas, ce que la population n'y croit pas fondamentalement, et je le disais, on peut le mettre à l'actif du fait que le Togo ne communique pas assez sur des situations lorsqu'il n'a pas la réponse adéquate à cette situation-là. Donc, on ne va pas dire, c'est ce qui fait dire à la population que voilà, bon, c'est du bluff. Nous, on s'en tient au fait. Et donc, je pense que parlant de ces faits-là, c'est une situation de provocation et qui n'avait pas sa raison d'être parlant donc des États entre États. Et je pense que je reviendrai pour citer un cas d'ailleurs même où un Togolais, je pense qu'on me racontait cette situation qui a été... il est allé opérer juste au niveau des frontières avec le Bénin, il est allé opérer où c'était une situation assez délicate où on pouvait peut-être lui jeter des fleurs, mais arrivé au Togo à partir du moment où il n'avait pas eu l'ordre de mission de pouvoir opérer, il a été viré des effectifs du Togo. Quand bien même qu'il est arrivé à faire son coup, il est arrivé à dénicher la personne, ce qui était une opération de bravoure, mais il a été radié des effectifs des forces de l'ordre de sécurité parce que c'est inadmissible. Donc, quelque part, le faisant ainsi, moi, je pense que c'est une accumulation d'une situation liée à une provocation, parce que c'est pas normal, c'est inadmissible. Malgré que nous avons ces relations séculaires, il faudrait véritablement que ces personnes-là qui sont interpellées puissent être véritablement punies. Mais au même moment, je pense que cette population, puisque pour la plupart du temps, lorsqu'on évoque ce cas-là, on essaie donc d'interpeller la population, surtout liée à cette situation d'insécurité que nous vivons. On essaie d'interpeller la population à contribuer aux côtés des forces de l'ordre de sécurité pour dénoncer des actes, des maladresses liées à des personnes. Je pense qu'on ne peut pas venir interpeller ou kidnapper, puisque c'est le rap, il s'agit d'un rap, un ressortissant d'un pays voisin, parce que ce ressortissant vivait quand même en communauté avec des gens, et que les gens ont vu la scène et n'ont rien dit. Donc, quelque part, on essaie aujourd'hui de mettre à l'index les forces de l'ordre de sécurité, mais au même moment, la population également n'est pas épargnée. Parce que quelque part, les gens ont occulté une situation qui pouvait permettre aux forces de l'ordre de sécurité de pouvoir arriver à mettre la main sur ces gens-là qui, malheureusement, parce qu'après les dit, lui-même il a dit, d'après les conversations, on pouvait donc tuer ce ressortissant-là et mettre la faute, en tout cas, sur le Togo. Hein? Donc, je pense que la population également a interpellé dans ces cas-là parce qu'elle n'a pas joué son rôle. Merci beaucoup à vous, Adam. Gabin Adjaro, le concerné a été enlevé, je le disais, depuis plusieurs jours. Il a été présenté du côté du Bénin. Finalement, ce dimanche, le Togo sort de son silence pour situer en fait l'opinion. Quelle réflexion cela vous inspire? Une disparition de ressortissants étrangers sur le sol togolais. Il se retrouve dans son pays d'origine aux mains du pouvoir.
Oui, c'est assez délicat parce que selon les informations, le frère Onvi, Steve Amoussou alias frère Onvi, il a été enlevé depuis le 2 août, selon les informations. Et il a fallu 8 jours plus tard pour que le procureur de la République togolaise arrive à réagir. Vous savez, il y a certaines circonstances où on ne peut pas se lever tout de go pour communiquer. Il faut prendre toute la mesure, prendre les informations possibles avant de communiquer tout autour. Premièrement, il faut relever que le frère Onvi n'a pas eu un statut de réfugié au Togo. Il n'a même pas de statut d'exilé politique au Togo. Ce qui fait que peut-être sa déclaration au niveau des services compétents n'a pas eu lieu. Et il s'est pratiquement... il vit au Togo caché. Comme un Béninois lambda vit au Togo, comme un Togolais lambda vit au Bénin. Voilà. Donc, il a eu à faire ça. Et les autorités togolaises, bon, vous savez, nous sommes dans un même espace communautaire. On accepte tout le monde. Le Togo est un pays accueillant. On accepte tout le monde. Mais on ne peut pas contrôler les faits et gestes de tout et chacun. Ce sont des choses qui arrivent par moment. C'est vrai, on dit souvent un coup isolé n'arrête pas le combat. Ce sont des faits isolés qui peuvent arriver, qui peuvent même échapper aux autorités compétentes. Donc, la situation de Steve Amoussou, bon, c'est vrai, il a été appelé à la criette. Il y a 3 chefs d'accusation assez graves qui ont été retenus contre lui. Harcèlement par voie électronique, initiation et publication de fausses nouvelles, provocation directe de la rébellion. Vous savez, ce sont des faits assez graves qui sont retenus contre lui. Mais il faut relever aussi que la plupart des interventions, ou bien, je peux dire, les 100% des interventions de frère Onvi, il ne les fait pas sur les plateformes togolaises. Il le fait sur les plateformes béninoises. Ce qui fait que tu ne peux pas demander à un Togolais qui écrit sur les plateformes politiques togolaises s'il a une fois lu le frère Onvi, il ne les a jamais lus. Ce qui fait que les Togolais ne connaissent pas véritablement l'existence de cette personne-là sur le territoire togolais. Sinon, les autorités togolaises allaient prendre la mesure de pouvoir savoir réellement quel type de personne est sur le sol togolais et est en train d'opérer. Donc aujourd'hui, maintenant, ce qui fait un peu froid dans le dos, peut-être c'est l'enlèvement, la manière d'opérer. Et on peut comprendre si ce sont juste des citoyens lambda, peut-être la personne a des dettes, envers d'autres personnes, on vient l'enlever, il faut leur petit besoin et puis bon, ça s'arrête là. Ça ne concerne absolument rien en l'État. Mais le fait que ces individus-là sont venus ici au Togo, ont enlevé une personne et la personne se retrouve entre les mains du procureur de la République béninoise, ça pose problème. On peut l'assimiler à une méthode voyou. Excusez-moi, mais c'est une méthode voyou. Puisque le Bénin est un État assez respectueux, assez respectable aussi, le Togo et le Bénin sont des pays frères, mais pourquoi ne pas adopter les voies les plus légales pour extrader le frère Onvi? Il suffisait juste qu'on lance un mandat d'arrêt international, que le procureur togolais en prenne connaissance et qu'on cherche à identifier là où se trouve la personne et que bon, on l'arrête, on l'amène au Bénin. Et qu'ils règlent leur affaire là-bas. Mais qu'on envoie des Béninois ici, ils ont été nommément cités par le procureur de la République togolaise. On envoie des individus ici, ils font des simulations dans la ville, comme s'ils font d'autres fonctions et autres là. Ils suivent l'individu jusqu'à ce qu'il l'enlève, passent, je ne sais pas, et je ne suis pas sûr qu'ils sont passés par la frontière de Hila-Kondi. Peut-être que les frontières sont assez poreuses, donc ils peuvent passer par des voies biscornues pour rentrer au Bénin. Et je suis sûr que c'est ce qui a été fait. Sinon, au niveau de Hila-Kondi, on les aurait véritablement appréhendés. Mais ça n'a pas été fait, ce qui veut dire qu'ils ont dû passer par d'autres moyens. Mais ça fait peur qu'un État comme le Bénin qu'on respecte puisse opérer de la sorte. C'est vrai, les autorités togolaises, ils n'ont pas réagi directement comme ça, parce que ça ne peut pas se faire. Ils doivent avoir les informations qu'il faut et les informations nécessaires surtout avant de réagir. Et c'est ce que le procureur Talaka Mahama a eu à faire. Il a pris tout le temps possible d'identifier les individus qui ont eu à opérer, à enlever Steve Amoussou, avant de dire voilà ce qui s'est passé du 12 jusqu'à nos jours. Et je pense qu'ils ont bien fait. Maintenant,
la question se pose encore, à savoir la libre circulation des personnes et des biens. Est-ce qu'il ne faut pas contrôler? J'ai évoqué l'aspect sécuritaire. Parce que toute personne qui rentre dans un pays, il faut faire attention. Nous, au Togo, on accepte tout le monde. On est très accueillant. Terre d'hospitalité, nous sommes. Mais à un moment donné, je pense que, vu la situation sécuritaire dans laquelle nous sommes, d'ailleurs, il y a dans le chef d'accusation une incitation aux rébellions et au terrorisme qui a été retenue contre le frère Amoussou Steve. Ça veut dire que si ce monsieur-là encourage le terrorisme et l'extrémisme violent, ben, et s'il le faisait ici contre nous au Togo? Donc, nos autorités doivent tout faire pour connaître ceux-là qui rentrent au pays, leurs activités, ce qu'ils sont appelés à faire, d'où ils viennent, pour qu'on arrive à prendre les mesures nécessaires. Mais l'attitude du Bénin, ça ne respecte pas un État comme l'État de Mathieu Kérékou, un État assez respectable qu'on a toujours connu. Moi, ça ne me plaît pas trop de parler de cette manière du Bénin, mais ce n'est pas véritablement un comportement responsable que les autorités béninoises ont eu à utiliser pour enlever Steve Amoussou. Peu importe ce qu'il fait. On n'est pas en train de défendre ce que le monsieur a fait. Mais la manière, je pense que ce n'est pas du tout légaliste et ça ne respecte aucune norme, ni nationale, ni internationale. Adam, quelque chose à oui. Vous savez, c'est vrai qu'on parle de cette hospitalité dans le Togo est légendaire. Mais au même moment, lorsque nous prenons, vous savez, le canal de discussion ou d'opération des activistes, hein, parce qu'il faut le dire ainsi, il est aussi, en tout cas, cité comme étant donc un activiste, ce sont les réseaux sociaux. Et je pense que les réseaux sociaux sont sans frontières, même si on sait que ce n'est plus nos massacres comme on le prenait pas le passé. Donc, tous ceux qui opèrent sur les réseaux sociaux savent bien évidemment, surtout lorsque nous évoquons tout dernièrement nos tests, savent évidemment que ils ne sont pas à l'abri, en tout cas, des actes assez répréhensibles qu'ils posent. Et donc, je pense que la liberté d'opinion qui ce facteur-là qui est évoqué également contre lui. Pour ceux qui estiment que le frère Humvi sur ses appréhensions sur certains maladresses pris comme tel le conseil concernant donc le pouvoir de Patrice Talon, mais bien évidemment lorsque la question est bien formulée et que véritablement on évoque des situations d'instabilité liées donc à ces prises de position sur les réseaux sociaux, je pense qu'il n'en fallait pas moins pour qu'on puisse véritablement donc les mettre dans un canevas assez officiel et faire en sorte que le Togo puisse être tenu informé. Je pense que l'extradition, le repérer serait beaucoup plus facile parce qu'aujourd'hui on peut pas dire véritablement que vous vivez sur le sol togolais et que l'État togolais n'est pas au courant, parce que quelque part j'étais véritablement du ce qu'il dit, il est au courant, mais il n'y a pas eu de fait réellement qu'on puisse donc formuler qui sous-tendent en tout cas l'extradition. Peut-être c'est ce que craignaient les autorités au Bénin, mais ce qui est posé, je pense que c'est un acte de provocation extrême, comme je le disais, et c'est inadmissible. Merci donc à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause et puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons exclusivement consacrer au Togo.